Et lorsque c'est écrit, ça existe, en fait. C'est au moment que tu l'écris. Il faut passer de je l'ai dans mon cerveau, dans ma tête, à je l'écris concrètement sur une feuille. Et on l'écrit, et après ça, ben, il y a les plans d'action. C'est sûr que c'est pas de la magie, là, il faut travailler et tout ça, mais juste commencer à faire le premier pas. Tu sais, quand on est debout, là, puis on commence à marcher, dès qu'on fait le premier pas, on met le pied en avant, on n'a pas le choix le corps débalance vers l'avant. Et là, on est dans une situation un petit peu inconfortable, et là, on a tendance à mettre l'autre pied en avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que au moment où est-ce qu'on prend une décision de prendre le premier pas puis de donner un acte de courage, ben, la vie va faire en sorte que il va avoir un tempo qui va faire que tu vas continuer à marcher, à marcher, à marcher, à marcher. Parce que être entre deux pas, c'est jamais confortable. Il faut mettre le pied par terre. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 48. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Re-bienvenue dans l'ambition au féminin. Merci de m'écouter. Je sais pas si vous m'écoutez le lundi quand ça sort ou plus tard dans votre semaine, mais je suis contente de savoir que vous êtes là à l'écoute, que vous découvrez avec autant de plaisir que moi ces femmes ambitieuses que j'essaie de mettre de l'avant avec le podcast, mais aussi que ces entrevues vous font réfléchir à votre propre place d'ambitieuse, votre propre place, que vous soyez entrepreneur, salarié ou peu importe le statut que vous vous allouez. Je vous souhaite vraiment le succès que vous méritez, puis c'est vraiment pour créer une petite communauté entre femmes que j'ai lancé ce podcast, donc merci d'être là. Aujourd'hui, partie 2 de l'entrevue avec Sam Bellamy. Si vous l'avez pas écouté encore, je vous invite à aller en savoir un peu plus sur son parcours vraiment atypique dont on a discuté en long et en large dans l'épisode 47. Sam qui est passé de comptable de formation à chef dans un restaurant dans lequel elle avait investi pour ensuite se tourner vers l'enseignement, l'éducation. Et finalement, aujourd'hui, elle est fondatrice, finalement, je dis ça comme si c'était une finalité, mais avec Sam, c'est loin d'être le cas. Elle est la fondatrice de Bazooka, qui est une start-up tech qui met en relation des entreprises avec des stagiaires grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec Sam, on a discuté beaucoup plus en profondeur de sa vision de la vie. On a discuté, dans le fond, d'ambition, on a discuté de rêve, de passion, on a discuté de créativité, de comment elle crée une cohérence aussi dans son identité à travers les différentes choses qu'elle a faites, mais là aussi où elle voit les enjeux qu'on a d'être une femme ambitieuse aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Sam qui a encore une fois des insights absolument très intéressants à nous partager. Et j'ai très hâte de lire vos commentaires sur les réflexions que ça aura suscité auprès de vous. Bonne écoute! Salut Sam, re-bienvenue sur l'ambition au féminin. Je suis toujours très heureuse de savoir que nous allons passer du temps ensemble. Oui, moi aussi, je suis contente d'être de retour. Alors, je vais lancer cette entrevue en te posant une question plus sur ton aspect créatif parce que j'ai visité ton site, puis une des choses qui m'avait sauté aux yeux, mais que je savais pas à propos de toi, c'est que tu te disais peintre, et la semaine passée, dans l'entrevue, tu disais, tu pensais que tu allais faire ta vie dans le graphisme et des choses comme ça. Fait, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore de la place comme ça pour cette créativité-là? Honnêtement, techniquement, non. En fait, j'ai pas le temps, mais avant la COVID,
J'ai voyagé en Europe au mois de novembre dernier. Je suis retournée en Europe au mois de février. Et je m'étais dit que pour la nouvelle année, mon objectif 2020, parce qu'on a toujours des objectifs, c'était de recommencer, mais de façon beaucoup plus intense, la peinture. En fait, depuis 2 ans, j'habite au centre-ville et je me suis pris un appart beaucoup plus grand pour avoir de l'espace, pour être capable de peindre, en fait. Et je m'étais dit que si j'ai pas sur mes yeux la peinture, les toiles, je le ferai pas. Parce que pour moi, quand c'est caché, fermé, ça n'existe pas pour moi, là. Je suis vraiment Hmm. comme un enfant de 2 ans. C'est comme si ça a disparu, ça n'existe plus. Je le vois, ça existe. Donc, euh, donc je m'étais dit, il faut que faut que je mette du temps là-dessus. Fait que, mais chez moi, j'avais de la misère à rentrer dans le bain, de pouvoir peindre et tout ça. Fait que là, je m'étais loué un petit espace dans Notre-Dame-de-Grâce avec d'autres artistes. Donc, il manquait juste à signer mon bail. Et malheureusement, COVID est arrivé, fait que j'ai pas pu me déplacer Ah, pour signer. C'est un mal pour un bien parce que j'aurais été pogné avec un bail que j'utilise pas. ben Mais oui. je voulais faire de la plage. Je m'étais dit au moins 6 heures à 8 heures par semaine que je voulais peindre de façon régulière. Wow. Parce que moi, en fait, depuis que je suis jeune, je fais de la peinture. Et mes parents m'ont mis très tôt, j'avais une passion pour les arts, surtout les musées, tout ça. Puis mes parents, très tôt, ils m'ont dit, ben, si tu veux pousser là-dedans, ben vas-y. Fait que j'ai trouvé des cours de peinture et de dessin. Et mes parents ont financé mes cours de dessin depuis le primaire. Je pense que j'ai commencé à 7 ans à faire de la peinture puis à dessiner. Et donc, pour moi, c'était sûr que rendu au cégep, ça allait de soi que j'allais aller vers ça. Surtout que moi, j'étais en musique-études au secondaire, donc guitare jazz Hmm. et chant. Alors, pour moi, tout ce qui était artistique, let's go. Puis finalement, ben après le cégep, ça n'a pas donné, mais je continuais à peindre des toiles et j'ai eu une galerie d'art en fait Ah pendant ouais. dans le centre-ville et et le Pendant fait combien de temps? 3 ans, Wow. ouais 3 ans, ça s'appelait le Petit Monte Cristo OK. et c'était dans un deuxième étage là dans le quartier des spectacles sur Maillard. OK. Un peu résidentiel. Maintenant, ben, c'est ça. C'était avant le quartier spectacle qu'on connaît comme Ouais, là, aujourd'hui. maintenant, c'est quoi? Il y a comme le bar, là, comment ça s'appelle, là, l'espèce de petit resto-bar qu'il y a en bas? En tout cas, Ouais, il y a de quoi en bas, là. Il y a un truc à burger aussi. Je pense que c'est collé avec le Tim Hortons, là. C'est le même édifice. le café Parvis, c'est ça que que je Ouais, voulais faire. Ouais. c'est dans ce bout-là. Ouais. Et oui, exactement, c'est sur cette rue-là. Et avec la terrasse, le petit parvis, c'est magnifique. OK. Ouais. Ensuite, c'est ça, donc ça allait super bien, mais le loyer était pas tant cher que ça dans le temps, mais avoir une rotation d'artistes locaux, c'était moi, je voulais mettre en lumière les artistes locaux et mes toiles par le fait même. Et là, c'était difficile d'avoir beaucoup de monde parce que c'était beaucoup en construction dans le temps, fait qu'on était vraiment avant-gardiste dans le temps. On s'est dit, on va se positionner là, moi et mon partenaire, puis on va attendre que ça pick up, puis on va être dans le quartier des spectacles quand ça va être dans toute son émergence et dans toute sa beauté, puis on n'a pas réussi à toffer aussi longtemps. Malheureusement. Puis même quand le quartier des spectacles s'est développé, ça a été un défi quand même d'avoir assez d'artistes qui exposaient et qui vendaient des toiles. Là, Hmm. on est allé chercher après un permis d'alcool qu'on n'avait pas avant, parce que c'était comme un grand loft, là, un gros Hmm. hangar. Puis on a réussi à avoir un permis d'alcool, mais c'était un peu tard là, pour essayer de rattraper la sauce. Donc ça, c'est un des projets qui m'a le fait plus mal de fermer par manque manque de succès. Et je m'étais dit que plus tard, quand je serais plus aisée financièrement, je redonnerais à la société québécoise encore, mais en créant un centre artistique qui serait comme plus un organisme lucratif pour Mhm. permettre aux artistes de se développer à Montréal. Bon. Fait que c'est ça, fait que moi, je faisais ça, j'adorais ça, puis je peinturais. Puis Est-ce que finalement, tu ben, vendais tes œuvres dans non, ta galerie aussi? Non? non, je les affichais, mais je voulais pas les vendre. Je sais pas pourquoi, là, j'avais un problème. J'étais trop attachée émotionnellement à mes Ouais. toiles, parce que moi, quand je peins, je peux pleurer longtemps quand je peins. Ah ouais, ok. Ouais, ça Très tient pas. émotif. Et si je mets de la musique en plus, non, oublie ça. Ça peut être assez difficile à gérer, là, toutes les émotions que je ressens, puis les canaliser. Euh, donc, euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que finalement, quand j'ai eu mon fils,
J'essaie de retourner un peu plus à un tempo, un beat de vie plus calme en sortant de la restauration, entre autres. Et je m'étais dit que j'allais, dans le fond, recommencer la peinture. Et ça a toujours été repoussé à plus tard. Mais quand je me suis séparée, là, j'ai dit, OK, là, c'est comment? Je me suis séparée, mon fils a 4 ans plus tard. Et je vais recommencer à peindre. Et là, avec l'entrepreneuriat et tout ça, ça a pris des coups, les voyages à l'extérieur parce qu'on a des clients en Europe aussi. Puis finalement, ça n'a jamais donné avec la COVID. C'est encore là, c'est pas moi, là. C'est vraiment Ouais, la non. COVID. T'étais prête. Ouais, j'étais prête, c'est ça, mais je me définis comme une artiste, vraiment, que ce soit au niveau de la créativité artistique, mais créativité entrepreneuriale aussi. Je suis vraiment la créatrice de ma vie. Tu sais, Mhm. puis je le ressens vraiment très profondément comme ça. Il y en a qui sont très sectaires au niveau du concept d'artiste, mais moi, je le vois de façon beaucoup plus philosophique qu'autre chose. Mhm. Et ça donne que je fais de la peinture aussi, mais j'aurais pu ne pas faire de la peinture et me considérer comme un artiste quand même, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, puis ça me mène à une question que j'avais écrite, puis maintenant que t'en parles, c'est juste parfait parce que je trouve que selon plus je t'entends, plus t'as une relation vraiment humaniste de la connaissance puis du potentiel, tu sais, un peu comme dans la Renaissance, tu sais, comme les gens qui, comme, ben, Leonardo da Vinci ou des choses comme ça, ils Oui, je suis pouvaient, une artiste. ils avaient pas de, ben, ils avaient pas de blocage de discipline, tu sais, dans le Mhm. sens, ils pouvaient plonger dans un domaine ou créer quelque chose dans un domaine, puis après ça, se pencher sur une autre source d'intérêt, puis des choses comme ça, puis est-ce que, je sais pas, j'ai encore la question peut-être qui date de ce qu'on a parlé avant, mais est-ce que des fois est-ce que tu penses que ça peut, ce type de passion, de créativité-là, se traduit dans le monde en valeur ou des fois si c'est juste vraiment, tu sais, comme des intérêts peut-être égoïstes qu'on poursuit? Tu sais, comment tu fais la différence entre hobby slash business? Bon, moi, si je regarde pour moi particulièrement, je vois que tout ce que j'ai eu comme intérêt, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui dans toute mon intégralité, dans toute ma personne au complet. Juste la façon que je présentais mon entreprise, le fait que j'ai un côté artistique ou humaniste, ça se ressent beaucoup chez les gens. Ou que ce soit parce qu'ils veulent travailler avec moi, ils trouvent que j'ai une approche vraiment différente de la notion du travail dans la vie de quelqu'un. Puis la façon que je présente mes projets aussi au niveau du brand aussi, moi, les outils de travail que j'utilise, ma relation avec mon garçon, avec mes parents, ma soeur. Fait que tout ça, je pense que c'est un tout. Moi, je le vois vraiment, je suis très globaliste là, comme personne. Là. Je suis pas très spécialiste de rien Mm. en tant que tel. Moi, je le vois vraiment comme un aspect global. Donc, pour moi, ça me sert parce que je sais pertinemment que je ne serais pas la même personne si j'avais pas eu ce parcours-là. Fait que oui, ça me sert. Ça me sert dans des affaires très, très subtiles des choses, des fois, mais ça me sert. Je te dirais, par contre, si on veut faire la différence entre un hobby puis une business, ben, c'est le marché. Mm. Parce que moi, mes toiles, je les ferais même s'il n'y avait pas de marché. Parce que moi, Mhm. ma façon première, c'est pas de les vendre. Mais un hobby peut devenir une entreprise aussi. Mais bon, ça demande beaucoup plus de travail dans le sens que un hobby, ben, on le fait vraiment au gré qu'on a envie de le faire. Mais si c'est une entreprise, ben, c'est ça, on dessert une certaine clientèle qui a des besoins. Et il faut un service qui vient avec. Donc, on a une responsabilité d'être la meilleure personne ou la meilleure version, la meilleure personne comme professionnel possible pour mieux délivrer le service qu'on vend. Donc, c'est une responsabilité qu'on a envers nous-mêmes, envers les gens qu'on sert. Mais tout ça, c'est avec une discipline de travail qui est nécessaire pour se développer autant son marché, ses clients, mais son produit ou son service, tu sais. Fait que, Mm. parce que les gens te donnent de l'argent en échange. Donc, c'est ça une business. Est-ce que les gens sont prêts à payer? Parce que des fois, on a des hobbies, puis on est comme, oh, moi, j'ai un hobby, je veux faire ça, c'est ma passion. OK, ton hobby, c'est le fun, mais y a-t-il une place dans le marché pour ton hobby? Mm. Des fois, non, puis c'est correct, ça va rester un hobby. Mais comment peut-être tu peux tweaker ton hobby pour t'assurer que tu as un modèle d'affaires qui est viable pour pouvoir en vivre en même temps que d'être passionné de ton travail. Tu sais, il y a différentes avenues.
Puis je trouve qu'aussi, malheureusement, beaucoup de gens sont trop focus sur le delivery, dans le sens que le moyen de distribution, comme par exemple, moi, c'est vraiment basé sur ma mission personnelle qui est d'être une lumière où est-ce qu'il y a de la noirceur pour n'importe quelle personne. Mais ça, c'est une mission qui est assez large, qui me permet de jouer dans beaucoup, beaucoup de domaines différents. Et alors, je peux facilement trouver une façon de respecter ma mission et de la livrer à des clients, mais par le web, par exemple, ou par le bazooka, ou par du coaching d'affaires que je ferais, qu'on n'aurait pas me demander, puis que ça me tente pas pour l'instant. Que ce soit par l'enseignement que je continue à faire à temps partiel parce que j'ai du plaisir à enseigner, puis de donner à 50 personnes pendant une session de 3 mois, puis de leur donner beaucoup de valeur. Il y a différents moyens de pouvoir atteindre sa mission et il faut juste trouver celle qui est payante, en fait. C'est ça le modèle d'affaires. C'est comment communiquer la valeur, la valeur que je peux apporter à un client pour qu'il la comprenne, puis quand la comprenne, il voit la valeur, il est prêt à payer pour. Malheureusement, des fois, le channel n'est pas le meilleur, tu sais. Fait que peut-être que moi, les toiles, je les vendrai jamais. Ça se peut. Mais ça fait en sorte que c'est pas grave, tu sais. J'ai peut-être pas une business là, mais j'ai quand même un bon hobby qui fait que moi, je me sens bien. Je me sers moi d'abord. C'est ça un hobby. Un hobby, on se sert nous. Une entreprise, on sert les autres. Ouais, puis il y a aussi toute la notion d'identité, je pense, que les gens, ils essayent de retrouver, tu sais, comme... Des fois, c'est ça, je vois des gens qui disent « Ok, ben j'aimerais tellement ça, vivre de ma passion, puis des choses comme ça », mais c'est comme... Tu sais, dans la business, je pense que tu dois quand même aussi un peu sortir de ton ego pour rentrer, justement, comme tu disais, dans le marché, puis de savoir qu'est-ce que l'autre a besoin, puis comment est-ce que je peux mieux les servir, versus le hobby qui reste très individuel. Exactement. T'as très bien dit ça. Malheureusement, beaucoup sont trop sans focus sur moi, ce que j'aime. Puis tu dois acheter ce que j'aime moi parce que c'est moi. Même ma belle ou mon beau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que ça plaise aux deux, idéalement, tu sais, pour que tu puisses avoir de l'argent en échange. Non, c'est ça, c'est super intéressant. Puis c'est un mindset, c'est un switch vraiment dans le mindset que les gens, des fois, ils ont de la misère à faire. Puis j'aime comment aussi, tu sais, tu t'es laissé de l'espace pour que ton identité, justement, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre, ait toute une cohérence dans ta mission de vie. Est-ce que t'es le genre de personne qui se fait des bucket lists? Tu parles des tâches de travail pour la journée ou... Non, juste des genres comme, OK, dans ma vie, d'ici 5 ans, je veux avoir telle affaire. Là. Je veux avoir fait tel truc ou... Oui. Oui, j'en fais. OK. Je me demandais si t'étais plus du genre go with the flow au moment ou si tu te donnes des objectifs plus long terme. Oh non, je m'en donne des objectifs, surtout en voyage. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose avec la plage. Des fois, je fais exprès de voyager dans une place où je sais qu'il y a une plage. Ma plage préférée, c'est pas la plus belle au monde. Là. Elle est même pas belle, mais elle est à Miami, South Beach, là, sur Ocean Drive. Okay. Nice. C'est la première fois que j'ai écrit ma vie à ce moment-là. J'ai pris le temps vraiment de rédiger dans un agenda mes objectifs de vie dans les 3 à 5 ans, de façon très, très spécifique dans le moment présent. Et je les ai vraiment visualisés le plus que je pouvais, de ressentir l'émotion, la joie que je veux ressentir lorsque je vais les réaliser, comment je vais me sentir dans le day-to-day, dans le process de réaliser mes objectifs. Je l'ai fait, puis je te dirais que même pas 3 ans après, tous les objectifs que j'avais écrits étaient réalisés. Wow. Tous, sans exception. Sans exception. Et c'est un pur hasard que je suis tombée sur cet agenda-là où est-ce que j'ai dit je pense que je retourne en voyage, puis j'ai dit bon, je vais regarder, puis ça prenait dans ma valise, là. Puis là, j'ai ouvert, puis j'ai regardé, j'avais des pages de job spécifiques par rapport au travail, la carrière, la famille. Ils étaient tous, sans exception, réalisés. Fait que j'y crois vraiment à la puissance de la visualisation et d'écrire. Et lorsque c'est écrit, ça existe, en fait. C'est au moment que tu l'écris. Il faut passer de « je l'ai dans mon cerveau, dans ma tête » à « je l'écris concrètement sur une feuille ». Et on l'écrit, et après ça, ben, il y a les plans d'action. C'est sûr que c'est pas de la magie, là, il faut travailler et tout ça, mais juste commencer à faire le premier pas. Tu sais, quand on est debout, là, puis on commence à marcher, dès qu'on fait le premier pas, on met le pied en avant, on n'a pas le choix le corps débalance vers l'avant. Et là, on est dans une situation un petit peu inconfortable, et là, on a tendance à mettre l'autre pied en avant. Donc,
ce que je veux dire, c'est que au moment où est-ce qu'on prend une décision de prendre le premier pas puis de donner un acte de courage, ben la vie va faire en sorte que il va avoir un tempo qui va faire que tu vas continuer à marcher, à marcher, à marcher, à marcher. Parce que être entre deux pas, c'est jamais confortable. Il faut mettre le pied par terre. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est commence par écrire ta vie, ce que tu veux, et après ça, tu vas voir comment l'univers va se mettre en place pour que tout se réalise. T'as pas idée à quel point c'est magnifique. Hmm. Ouais, non, c'est ce que les gens maintenant, il y a beaucoup de discussions autour de la manifestation, puis l'abondance, puis tout ça. Est-ce que t'as fait, t'es du genre aussi à lire, mettons, des trucs de développement personnel? Tu sais, comme comment tu... Tu sais, toi qui es quand même très académique, t'aimes ça, genre, l'éducation plus structurée, je vais te dire de même. Mhm. Comment tu... c'est quoi ta réaction avec tout ce qui est, on dirait le self-help, tu sais? Mhm. Genre toute cette espèce de champ de connaissances un peu, que je dirais, occulte, Ouais, de certains sens. ouais, mais je dirais que je suis un peu le mouton noir, c'est le cas de le dire, littéralement, de mes équipes de travail. Et, euh, en fait, moi, j'ai vraiment une approche différente, même dans mes cours. Avant que j'arrive dans la matière concrète, ça prend des fois une demi-heure facile, hein, parce qu'on parle de tout ce qu'on veut parler de la vie, mais il y a toujours un lien avec la matière, puis les notes finales sont excellentes quand même, mais dans le sens que j'ai vraiment un côté beaucoup plus humain d'approcher même des chiffres, la comptabilité, c'est super plate, là, mais j'arrive à les rendre comme assez le fun parce qu'il y a un lien, tu sais, avec la vie de tous les jours, puis je veux que les gens comprennent que le but, c'est de créer des expériences qui sont le fun pour soi-même, pour vivre, mais pour les autres aussi. Tu sais. Je pense que l'impact qu'on a dans la société, c'est d'abord de se connaître. C'est la première étape. Puis après ça, ben, de vouloir amener de la valeur pour nous, mais pour notre communauté aussi. Quand on parle de communauté, les étudiants, nos collègues de travail, nos amis, nos familles, c'est vraiment ça. C'est le plaisir de juste vivre. Et c'est là que s'insère le travail, c'est là que s'insèrent les études, les projets entrepreneuriaux. Il faut que ce soit dans une certaine cohérence. Et je pense qu'on ne peut pas passer par-dessus. Et moi, l'école ou l'académique vient à l'intérieur de ça. Donc, je sais que mon approche est complètement différente que mes collègues de travail qui sont très, comme tu dis, académiques, mais pour moi, c'est un est à l'intérieur de l'autre, en fait. C'est un tout, en fait. Mm-hmm. Fait que oui, c'est étrange, mais puis pour répondre à ta question par rapport à des livres et des trucs, je lis ces temps-ci, j'ai pas le temps de lire d'autres choses que de l'académique ou quelques articles au niveau des startups, des trucs comme ça, mais je dirais qu'avant, je lisais beaucoup plus de livres de développement personnel. Puis Mm-hmm. j'adore ça, puis ça a eu un impact positif dans ma vie. Dans la vie de tous les jours, je suis très technique, là. J'ai des tâches de travail, j'ai une équipe à gérer et tout. Mais il y a quand même mon petit moment de méditation que je mets à tous les jours Mm-hmm. pour être capable de me réaligner, de me ressourcer. Ensuite, j'écris mes 3 tâches principales de la journée. Et let's go, j'en fais des fois plus, des fois j'en fais moins, mais c'est pas grave. C'est comme mes objectifs que je fais, comme je dis, près de la plage, où est-ce que à chaque fois que je voyage, peut-être après ou 2, 3 ans, je vais réécrire ma vie. Des fois, ce que j'ai écrit se réalise différemment ou encore mieux, mais c'est toujours pour le mieux parce que entre ce que tu as écrit puis la vraie vie, des fois il y a une marge, tu sais, c'est normal parce qu'on est des humains, on vit, on prend des décisions, puis mais je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'est de relire à chaque semaine mes objectifs, ce que je faisais pas avant. Fait que ça me Mm-hmm. permet de me recadrer rapidement sur pourquoi tu es ici, pourquoi tu fais ces choses-là. Il y a une raison pour laquelle tu les fais, pour pas les oublier parce que dans le tourment de tous les jours, on oublie des fois, c'est normal. Mais je pense que toujours de retourner à ce cahier-là, où est-ce que c'est écrit, ben moi j'aimerais ça être là dans 5 ans, j'aimerais ça être là dans 10 ans, j'aimerais faire ça l'année prochaine, ben ça nous permet de nous rappeler l'essentiel en fait. Mm. Ouais, définitivement. Puis ouais, j'ai commencé aussi ça récemment. Puis non, c'est fou comment quand on donne la tâche à notre cerveau de faire quelque chose, même si on le fait pas consciemment, il y a quelque chose qui se passe. C'est malade. Ouais. Euh, tu t'avais partagé dans un article, je pense que j'avais lu que ton fils était arrivé un peu par surprise dans ta vie.
Oh my God, oui. Puis, est-ce que, bon, tu sembles quand même être quelqu'un qui rebondit facilement avec les nouvelles Ouais, informations que la vie lui donne. oui. T'as-tu peut-être une facilité particulière à faire des deuils de... Tu sais, peut-être, je sais pas. Je le vois comme des deuils, changements, transformations, tu sais, évolution. Je sais pas. Tu sais, tantôt, tu parlais un peu de l'inertie, du fait de faire un pas en avant, puis que là, tu sais, on embarque dans cette dynamique-là, genre de mouvement, mais Mhm. est-ce que des fois, t'aimerais freeze the moment, tu sais, ou juste comme que ça arrête de tourner peut-être, ou que les choses se stabilisent? Euh, je dirais que en tout cas, moi, quand j'ai eu mon fils, oui, j'étais sous le choc, là. Je veux dire, je m'attendais vraiment pas, là. J'ai pris toutes mes précautions, puis surprise, surprise. Puis je te dirais, j'en ai pleuré pendant longtemps, là. Hmm. J'ai eu vraiment beaucoup de peine, mais c'est pas de la peine, mais j'étais déçue de moi. J'étais déçue de pas avoir été capable de gérer l'ingérable, là. C'était vraiment Hmm. surpris. Puis j'avais peur que ça me ralentisse dans mes projets. Et je te dirais que oui, ça m'a ralenti, là. Puis en plus, je priais que ce soit au moins une fille. En plus, j'étais enceinte. Que c'est une fille au moins. Puis c'est un garçon. Euh, puis finalement, ben, c'est la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est mon garçon. Hmm. Puis il est magnifique, il est gentil, il est doux. Puis oui, j'ai fait avec, j'ai pas le choix, mais je m'étais dit, c'est moi qui décide si ça va me ralentir ou pas. C'est moi qui décide si ça va m'empêcher de réaliser mes objectifs ou pas. Puis j'ai pris une décision que ça n'allait pas m'arrêter. Et effectivement, quand je regarde en arrière ce que j'ai fait dans les 8 ans, dans les 8 dernières années, je regarde et je me dis, je pense pas que mon agenda aurait pu être plus rempli qu'il l'était dans les 8 dernières années, même si j'aurais eu plus de temps pour mon garçon, tu sais. Hmm. Fait que tu sais, je reste pas longtemps à sticker sur des problèmes. J'essaie de me revirer vite. Je trouve que je le fais pas assez vite, malheureusement, encore aujourd'hui. Mais Hmm. je m'améliore. Ou est-ce que je reste pas stické sur un problème que je sais que je peux rien changer. Mon fils, il va pas disparaître, là. Il est là. Il est là pour Hmm. rester. Je l'adore. Mais j'ai des objectifs de vie. Fait comment je peux concilier les deux? Fait que j'étais vraiment sur un beat proactif, tu sais. Mais Mhm. j'encourage tout le monde à travailler là-dessus, puis de se donner un timer, là. Moi, des fois, quand il y a des choses bad luck qui m'arrivent, je me dis, OK, Sam, je te donne 24 heures pour arrêter de penser à ça, de penser à autre chose. Maximum. Parce que tu peux rien faire. Fait que Ah, bravo. c'est vraiment un bon... vraiment un bon truc. Chiale, appelle tes amis, dis qu'est-ce qui t'est arrivé, nanani, nanana. Puis après, si tu passes à autre chose, genre, je veux plus en parler. C'est fini. Puis quand les gens me posent des questions une semaine plus tard, je dis, c'est beau, je veux plus en parler. Ouais. C'est fini. Ah ouais. Non, la position de victime, c'est très inconfortable. Mais il y a pourtant... Les gens semblent, des fois, se complaire dedans. Ah, il y en a qui adorent ça. Puis moi, personnellement, je suis pas capable d'être entouré des gens qui sont dans la victimisation tout le temps. J'ai Hmm. pas eu la chance. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. J'ai pas eu la chance. J'ai eu telle tragédie. J'ai été malade de ci. Ça explique des choses, mais pour moi, c'est pas des excuses. Hmm. Donc, et si tu veux le garder comme une excuse, c'est correct. Mais il y a d'autres personnes comme toi qui sont friands de la victimisation, mais moi, je suis pas cette personne-là pour toi, malheureusement. Donc, Hmm. j'essaie vraiment de couper toute personne que je trouve qui ralentissent mon mindset de hustler. Je, Mhm. je me débarrasse de ces gens-là très smooth, là. J'assassine personne, là, puis... Mais je m'assure d'être en contact le moins possible avec ces gens-là, tout doucement. Puis après ça, ben, je passe à autre chose. Non, c'est vrai. Non, tellement. Merci pour ce rappel. Et ça mène à peut-être ma dernière question d'aujourd'hui qui est comme, c'est quoi les enjeux selon toi d'être une femme ambitieuse aujourd'hui, en 2020? Euh, les enjeux, ben, l'enjeu principal, c'est de ne pas être prise au sérieux. Hmm. Un homme entrepreneur qui dit qu'il veut atteindre 5 millions de dollars de vente d'ici 3 ans, c'est possible. Une femme, t'es sûr? Est-ce que t'es sûr
Ben oui, je veux dire, le produit, il est bon, le modèle d'affaires, il est bon, le modèle de revenu est bon, la stratégie de déploiement est bonne. Fait que oui, c'est possible. Mais il y a toujours ce doute-là de est-ce qu'elle va être capable? Parce qu'on dirait qu'on est vu comme des personnes plus faibles, Hmm. émotionnellement, plus occupées aussi, parce qu'ils pensent peut-être au contexte familial. Quoique un enfant, ça se fait à deux, mais ils prennent pour acquis que la femme va rester plus longtemps puis mettre plus de temps que l'homme. Fait qu'un homme peut avoir des enfants puis être entrepreneur puis viser 5 millions de dollars de vente dans 3 ans, mais une femme, non, parce que t'es une femme. Puis tu vas être une mère ou t'es une mère. Donc, je trouve que c'est un enjeu qui est assez difficile à gérer quand on nous pose cette question-là. Puis c'est difficile pour moi des fois de répondre de façon qui n'est pas sarcastique et impolie parce que Hmm. sinon tu tires une balle dans le pied aussi. Puis là, bon, t'es agressive et tout ça. Puis l'homme, lui, il est juste fonceur, tu sais. Il croit en lui. Mais nous, Ouais. non. Ouais, c'est parce que les hommes, ils pensent à comment eux, ils géreraient de faire tout ce que... En tout cas, ça, c'est mon petit commentaire sarcastique de la fin, justement. Mais non, c'est un excellent point. Et malheureusement et heureusement, je trouve que le fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est sûr que toi, t'es dans la tech, qui est quand même encore très, très, très macho, sexiste, hein, on va dire. Et les VC puis tout ça, ça doit être quand même tout un phénomène à passer à travers ça. Oui. Mais je veux dire, t'es quand même... Est-ce que t'écris encore pour URL, by the way? Moins parce que Ouais, j'ai ok. juste pas le temps, là. Ouais, Mais ouais, j'adore Urel. J'aime ouais. beaucoup les articles qui en ressortent de mes collègues. Elles font des super bons articles. Puis c'est des filles, je trouve, extraordinaires en termes de profil entrepreneurial ou professionnel en technologie. Puis on n'est pas beaucoup. On a là et beaucoup de filles en tech, là, mais on est très peu. Les gens pensent qu'on est comme... Je pense pas que les gens pensent qu'on est à parité, mais je pense que dans leur tête, ils ont un imaginaire de peut-être plus que qu'est-ce que c'est réellement. Et on a Hmm. encore moins qui sont dans les accélérateurs et les incubateurs à Montréal ou au Québec en général. Je pense qu'on est peut-être 5 en tout cas, Wow. en tech. Mhm. On a d'autres qui sont dans d'autres domaines, qui sont des entrepreneurs femmes, mais en technologie, donc qui vendent du logiciel, là, de la licence, là, qui développent des outils technologiques. On n'est vraiment pas beaucoup, là. Puis on se connaît tous. C'est triste. Ben, c'est tant mieux, mais c'est triste qu'on peut. On est tellement peu qu'on se connaît. Puis oui, c'est un défi au niveau des VC, mais au moins dans les panneaux, puis dans les sociétés d'investissement, ils mettent de plus en plus de femmes pour pouvoir être capable d'avoir une certaine parité dans les, euh, dans les investissements. Euh, mais personnellement, en ce moment, je vois pas de différence OK. dans les résultats que les entreprises les plus financées, ce sont principalement des hommes. OK. Ouais, non, ben, ça va prendre du temps, là. Puis là, en ce moment, Bazooka, c'est anglais et français, donc tu opères dans... Est-ce que c'est partout au Canada, partout en Amérique du Nord? J'étais comme pas sûre. En fait, partout au Canada pour l'instant, OK. puis en Europe, on parle de Belgique, Allemagne, Suisse, France seulement. Euh, mais on tend à aller vers le reste, à l'extérieur du Canada, mais pour l'instant, on veut solidifier le marché canadien. Euh, Parce qu'il y a moins de compétition aussi, puis bon, on voulait desservir notre communauté, puis pour moi, les Québécoises d'abord, et ensuite le reste du Canada. Mhm. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines années? Ou mois, qui sait, genre, je sais pas. Comment tu le vois? Ben, en fait, je me prépare pour une ronde de financement, un seed funding. Wow! Donc, ça a déjà commencé. En l'espace de 2 semaines, j'ai eu 5 pitchs à faire. Ouh! Ouais, avec, on parle Ange Québec, les femmes et sœurs de ce monde, d'autres entreprises de capital à risque. Donc, on est vraiment là-dessus et la réponse est bonne parce que j'ai des deuxièmes, des troisièmes rendez-vous. Donc, on espère qu'on va pouvoir terminer cette ronde-là peut-être au printemps prochain.
Ça prend beaucoup de pitch, beaucoup de présentations, ça demande énormément de temps, malheureusement, que je préférais faire sur des ventes. Parce que c'est ça vicieux, hein, quand on est solo founder, là, c'est pas l'idéal. Fait que normalement, t'as un fondateur qui est sur aller chercher de l'argent, puis t'as l'autre qui gère les opérations, mais moi, je dois faire les deux en même temps. Fait que ça fait mon horaire vraiment très intense. Heureusement, j'ai un bon support système avec mon garçon, que ce soit l'école, la famille. Fait que ça m'aide à passer au travers, mais non, c'est vraiment pas facile. Fait que je te dirais investissement aussi, funding dans les 6-7 prochains mois. Autre chose, continuer mes études au doctorat. J'adore ça. Puis Bazooka. C'est d'autres choses que je fais dans ma vie? Non, ma vie est pleine de même. Tu vas recommencer la peinture. Oui, j'aimerais beaucoup. Là, c'est le pire moment parce que je suis financière. Ouais. Mais oui, j'aimerais ça. Là, je pense que ça va être un objectif pour 2021. Là, j'aurai pas le choix. Ouais. Mais oui, j'aimerais ça. J'adore peinturer. J'adore ça. Je me sens bien en peinture. J'ai cherché un Instagram ou quelque chose pour voir tes œuvres, puis j'en ai pas trouvé. Ah, t'as dû me demander, je t'en aurais envoyé. OK, je vais te le demander après, puis tu m'en enverras, puis j'en mettrai quelques-uns dans le... J'ai hâte de voir, parce que moi aussi, je me suis remis à explorer la peinture ces temps-ci, puis je veux vraiment faire un temps dans mon agenda pour faire ça, puis je suis en train de... En tout cas, je réfléchis à un projet. On a plein de choses en commun, dans le sens... Je réfléchis à un projet de podcast pour connecter les jeunes collectionneurs avec des artistes, là, puis comprendre le processus d'achat ou d'investissement en art. Oh! Mais ouais, ça c'est un projet aussi pour 2021. Oh my God! Moi, tout ce qui est galerie, art, représentant d'artistes, là, il y a un artiste de Paris que j'ai envie de faire venir à Montréal, mais là, avec la COVID, c'est super tough, là, mais il y a des toits exceptionnels que je veux faire découvrir, mais là, il commence à valoir très, très cher à faire entrer, donc plus le temps passe, moins c'est bon pour moi, là, mais ouais. J'aimerais tellement ça, faire ça, de created art, ouais. Ouais. Ouais, bon, je t'en reparlerai éventuellement quand ça émergera, ça aussi, ce projet-là. Sam, c'était absolument magnifique de converser avec toi, ton parcours, tes réflexions, ta vision de la vie, absolument fantastique. Juste répéter où les gens peuvent te trouver s'ils veulent connecter avec toi, en apprendre plus sur Bazooka ou juste te suivre. Ouais. Peux-tu nous répéter tes handles? Ben oui. En fait, moi, on peut me trouver sur Sam Bellamy, Sam, S-A-M, espace Bellamy, B-E-L-L-A-M-Y, c'est mon nom. Sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, LinkedIn. Puis Bazooka, BAZOOKKA.com pour le site web, pour ceux qui veulent se créer un profil gratuit, pour trouver des opportunités de stage et d'emploi. Sinon, sur les réseaux sociaux aussi, du même nom. C'est ça, c'est pas mal ça. Puis bientôt un podcast pour moi. Yay! Oui, sur l'entrepreneuriat, mais ça s'appelle The Side Hustler Hour. Fait que c'est nice! Pour permettre à ceux qui veulent scaler leur entreprise avec des trucs concrets que j'ai utilisés pour passer de 0 vente à presque 1,2 million de vente en chiffre d'affaires. Et des trucs de tous les jours. Mais on s'adresse vraiment à un public qui a déjà un produit, mais qui veulent en vivre à 100%, en fait. Puis ça c'est lancé? Ça se lance quand? Ça se lance dans un mois. All right. À peu près, oui, dans un mois. La page Instagram, elle existe, The Side Hustler Hour. Fait que vous pouvez suivre là-dessus. Puis on va commencer à poster des trucs là-dessus bientôt. Ah ben, je vais mettre tous ces liens-là dans les liens de cet épisode-là, puis j'ai vraiment hâte d'écouter ton podcast. Merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation, c'est trop cool. Ouais, à la prochaine, bye. Salut, bye. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner
à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!